Après ces exposés absolument remarquables, je crois que j'étais à pas mal de réunions sur les métaux rares et les terres rares, aussi bien en milieu français qu'anglais, et je pense que le panachage d'exposés auquel vous avez eu droit est parmi les plus remarquables que j'ai jamais entendus, parce que vous avez eu des présentations tout à fait de haut niveau sur les technologies, sur la géologie, sur la minéralogie, tout ce que vous voulez savoir sur les terres rares sans jamais avoir osé le demander, si j'ose m'exprimer ainsi. Il y a peu de gens qui demandent, mais bon. Donc je vais plutôt mettre l'accent sur des aspects un peu de facteurs de risque, de géopolitique, de stratégie liés à ces métaux rares. Alors ça, c'est juste un tout petit avertissement. En résumé, c'est si vous écoutez les bêtises que je raconte, c'est à vos risques et périls. Et ce que je peux dire n'engage personne sauf moi-même. Et encore, je suis pas sûr. Donc les matières premières, d'abord, c'est une très très vieille histoire. Nous consommons tous énormément de matières premières, de plus en plus. Mais en général, nous nous soucions fort peu de comment c'est produit, d'où ça vient, etc. On a bien d'autres soucis quand nous rentrons chez nous le soir que de se poser des questions, de savoir quelle est la nature précise de l'alliage du robinet, d'où coule l'eau et d'où vient le nickel ou le chrome qui est dans le robinet. Je suis désolé pour Vincent Trelu qui serait ravi qu'on se pose ce genre de questions, puisque Eramet est un grand producteur de nickel et aussi un peu de cobalt et de manganèse bien sûr et d'autres choses. Voilà. Donc, il fut un temps, pas si lointain que ça dans l'histoire de l'humanité, quelques siècles, où on pouvait considérer qu'un chef-d'œuvre, une seule matière première, le marbre en l'occurrence, permettait de faire un chef-d'œuvre. Alors depuis, nous sommes devenus nettement plus exigeants, nettement plus complexes. D'abord, au début du XXe siècle, nos aïeux, les vôtres, les miens, utilisaient en gros, en cherchant bien et avec beaucoup d'imagination, une dizaine d'éléments. Plus occasionnellement quelques-uns supplémentaires, mais ça n'allait pas très loin. Il y avait un peu de fer. On était au tout début de l'aluminium, de la métallurgie de l'aluminium. Napoléon III, invitant le roi de Siam, fin du 19e siècle, 1870 par là, le roi de Siam, donc la Thaïlande actuelle, à Paris, a voulu épater l'empereur en lui offrant une vaisselle tout à fait particulière. Le reste de la suite avait le droit à de l'or. Ça, c'était banal. Mais l'empereur, lui, a eu droit à de la vaisselle en aluminium, en clair, à la gamelle du chien. Mais à l'époque, c'était une telle prouesse technologique pour produire 1 ou 2 kilogrammes d'aluminium que ça a été réservé à l'empereur. Les temps ont changé. Alors ça, c'est chef-d'œuvre des temps modernes. J'aurais pu prendre une éolienne, j'aurais pu prendre bien d'autres choses, une voiture. Mais bon, dans un smartphone, vous en avez tous plus ou moins dans votre poche. Il y a environ une soixantaine d'éléments, dont certains extrêmement rares. Alors ça, c'est les merveilles de la compatibilité entre PC, entre le système Windows et le système Macintosh. Rien à voir avec de quelconques éléments, mais alors ça m'embête. Je trouve que le propos est obscur. Bon, j'espère que la suite ira. Je crains le pire pour la suite de l'exposé. Donc ça, c'était en principe pour vous montrer la composition d'un téléphone mobile. Dans un téléphone mobile, bon, vous trouvez évidemment beaucoup de fer parce que c'est l'ossature à l'intérieur de la carte mère, le châssis. Vous allez trouver du magnésium, mais vous allez trouver par exemple du palladium, qui est un métal du groupe du platine, qu'on va trouver dans les céramiques qui font partie des semi-conducteurs. On va trouver un peu de terre rare, on va trouver du néodyme fer-bore, aimant permanent, dans le microphone, dans le haut-parleur et dans le vibreur. Ce petit truc là qui fait bzzzt dans votre poche quand vous voulez être discret, ça marche avec un petit aimant au néodyme fer-bore. Vous allez trouver de l'europium et du terbium. Vous voyez, je suis gentil, je travaille pour Alain Rolla. Donc vous allez trouver de l'europium, du terbium dans l'écran, puisque ce sont les terres rares qui vont générer les couleurs magnifiques qu'on a aujourd'hui sur nos écrans de téléphone, comme nos écrans vidéo, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la valeur de tout ça dans un téléphone. Alors, le résultat des courses, c'est la seule chose qu'on arrive à lire, et encore, c'est en gros 1 euro. Donc, vous prenez un smartphone quelconque, vous comptez quel est le poids, c'était le diagramme de gauche, et vous regardez la valeur au cours du jour, c'est environ 1 euro de matière première, donc c'est relativement peu, c'est très peu en valeur par rapport au prix de vente du smartphone, mais sans ces pouillèmes de ceci et de cela, ça ne marcherait pas.
Alors, comme on en produit environ 1,8 milliard de téléphones mobiles par an, dont en gros 50% de smartphones, plus ça va, plus on produit de smartphones. Un smartphone, l'écran est beaucoup plus grand, donc il y a plus de terres rares que dans un téléphone classique. Ça finit par avoir un impact considérable en termes de demande de matières premières minérales. Hein. C'est juste pour vous dire que nos styles de vie sont des styles de vie de plus en plus intensifs en matières premières et non seulement en tonnage, en quantité, par rapport à nos arrière-grands-parents, mais aussi en diversité. Il y a une explosion de la diversité des matières premières que nous mobilisons aujourd'hui. Donc, rien qu'en téléphonie mobile, c'est environ 13% de la production mondiale de palladium, et le palladium est un élément rare, donc c'est pour mémoire, c'est un élément du groupe du platine. C'est 11% de la production mondiale de cobalt, environ. Ça, le cobalt rentre dans la composition de la pile lithium-ion. On utilise du cobalt, 3% d'argent, et puis environ 1% de tout un ensemble d'autres métaux. Alors, comme il y a environ, on ne sait pas très bien, mais il y a environ un stock de 5 milliards de téléphones en fin de vie, ça fait un stock de métaux extraordinaire, et on voit apparaître une notion qui est une notion extrêmement importante pour le développement de l'économie circulaire, du développement durable, c'est celui de mine urbaine. C'est la mine, le gisement extraordinaire constitué par nos déchets. Alors si je continue, autre illustration des évolutions technologiques de plus en plus gourmandes en un nombre de plus en plus grand d'éléments, regardez une voiture, bon là ici c'est les endroits de la voiture où on trouve de l'étain. Hein. La même voiture où on y trouve de l'or et on y trouve du tungstène. Hein, alors il y a des extrapolations parce qu'on parle ici de piles à combustible. C'est pas encore aujourd'hui ni même demain que nous aurons tous des voitures avec piles à combustible. C'est peut-être à l'horizon 20-30 ans. Par contre, les dents d'engrenage, les roulements à billes, la présence de tungstène, ça c'est déjà aujourd'hui. Les aimants permanents, donc ça a été montré, une image correspondante a été montrée précédemment. Aujourd'hui, des terres rares, des aimants permanents à terres rares, on en trouve un peu tout autour de la voiture. En fait, les aimants permanents à terres rares, et je laisse Alain Rolla corriger mes bêtises, si je me trompe pas, ça a été développé initialement par une filiale de General Motors qui s'appelait Magnequench. Parce que dans les années 50, le problème de l'industrie automobile aux États-Unis, c'est qu'une voiture pesait 2 tonnes, 2 tonnes et demie. Rappelez-vous les grandes baignoires avec des petits ailerons. Les portières étaient épaisses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas question, et donc la voiture était très lourde, parce qu'il était hors de question déjà dans les années 50 de vendre à un Américain, pensez donc, une voiture avec un lève-glace manuel. Donc il fallait un lève-glace électrique. Mais donc il fallait un aimant. Et cet aimant, c'était un aimant Alnico, aluminium, nickel, cobalt, qui était 50 fois plus gros pour une même performance magnétique que les aimants néodyme fer-bore. Donc il y a des ingénieurs géniaux dans le groupe General Motors qui ont dit chef, on a une idée, on a trouvé un matériau magnétique qui permet de faire le même moteur lève-glace, mais beaucoup plus petit, et donc de réduire l'épaisseur de la portière. Il fallait beaucoup moins de place, d'où un gain extraordinaire dans le poids de la voiture. On a aujourd'hui des voitures américaines qui, en gros, se rapprochent des modèles occidentaux, et donc une baisse de consommation de carburant, parce que malgré tout, l'efficience énergétique a toujours été un souci dans l'automobile, dans l'industrie automobile, peut-être moins aux États-Unis qu'en Europe et tout. Si je prends l'aéronautique moderne, autre exemple extraordinaire d'application des métaux en tout genre, le beryllium. Alors le beryllium est un métal particulièrement rare. Je crois que la production mondiale tourne autour de 400 tonnes. Par comparaison, la production mondiale de fer, c'est environ de minerais de fer, c'est environ 2 milliards et demi de tonnes. Hein, donc vous voyez, le beryllium, c'est tout petit, hein, c'est rien du tout. Eh bien, dans un Airbus A380, la première fois qu'on m'a dit le chiffre, j'y croyais pas, il y a environ 3 millions de connecteurs avec du cuivre beryllium. Alors, je m'explique, dans un Airbus, il y a 530 km de câbles. Aujourd'hui, les sièges ont des écrans vidéo. L'avion est entièrement piloté, comme on dit, en fly-by-wire, c'est-à-dire que les commandes sont relayées aux différents organes de l'avion, non plus par de la tringlerie, mais par des commandes électriques et électroniques. Donc ça fait des nappes de câbles. Ces nappes de câbles, il y a des connecteurs, et dans les connecteurs, il y a des petites pellicules métalliques qui réalisent le contact. Ce sont ces pellicules individuelles qui sont en cuivre beryllium, parce que quand on rajoute 2%
de beryllium dans du cuivre, ça confère au cuivre les propriétés merveilleuses du beryllium. C'est un matériau, entre autres, qui résiste parfaitement à l'oxydation. Imaginez que le pilote dise poussée totale sur les réacteurs et que le réacteur réponde zut parce qu'il n'a pas reçu l'instruction parce que le contact était oxydé, que vous avez 500 personnes derrière. Bon, donc évidemment, avoir un matériau résistant parfaitement à l'oxydation est quelque chose de fondamental pour l'aéronautique moderne. Regardez l'évolution de la composition, ça c'est l'évolution des métaux, dont certains très rares, utilisés dans les turbines d'avions. Donc entre 1955 et 2005, en 50 ans, c'est pas la carte du métro de Paris, mais ça y ressemble. Avec des variations très rapides, en plus et en moins, parfois on revient en arrière. Sur le tantal, par exemple, on baisse le ruthénium, mais on rajoute du rhénium. Le rhénium, c'est un métal dont la production mondiale n'excède pas 50 tonnes. C'est un des éléments les plus rares qu'on puisse imaginer. Tout ça, c'est pour permettre au réacteur de fonctionner à la plus haute température possible, parce que l'efficacité d'un réacteur en aéronautique dépend de la température de combustion. Et on peut pas faire ça avec des simples alliages en acier inox. On est obligé de les doper avec tous ces éléments pour aller vers des températures les plus hautes possibles. Je pense qu'actuellement, on n'est pas loin de 1300 degrés et ça permet des gains en énergie. Les moteurs les plus récents, les dernières générations, consomment plusieurs pourcents d'énergie en moins par passager et kilomètre transportés par rapport à leurs prédécesseurs. Alors, les énergies renouvelables et les matières premières, quelques mots là-dessus. Voilà une équation extrêmement complexe. Ça, c'est pour vous donner une idée de la consommation énergétique en pétajoules, l'unité que vous utilisez tous couramment, j'imagine, qui est proche de... C'est 1000 fois moins que l'hexajoule, dont l'usage est également fort connu. 1 million... Pardon, oui, 1000 fois, oui, c'est ça. Donc, c'est une unité dans le monde de l'énergie. Simplement, histoire de vous montrer que la production mondiale des matières premières minérales, c'est-à-dire de tous les métaux, auxquels je rajoute le ciment, un certain nombre de matériaux de construction, de minéraux dits industriels, c'est environ 7 à 8%, ça varie un petit peu selon les sources dans la littérature, de la consommation énergétique mondiale. Donc cette industrie qui produit tous ces merveilles que nous utilisons dans nos vies quotidiennes, pour commencer, pour construire nos maisons, c'est 7 à 8% de la consommation énergétique mondiale. Et là, on voit que l'acier et l'aluminium dominent très très largement le reste. Parce que il y a un effet entre la quantité par tonne d'énergie nécessaire et le nombre de tonnes produites. Donc, évidemment, la production d'acier, c'est 1,5 milliard de tonnes par an. La production d'or, c'est 2500 tonnes par an. Par contre, pour fabriquer une tonne d'or, il faut beaucoup, beaucoup plus d'énergie que pour fabriquer une tonne d'acier. Parce que les minerais d'or sont à très faible teneur, 2 grammes par tonne, 3 grammes par tonne, c'est déjà un beau minerai d'or. Donc, il faut broyer tout ça. Et ça consomme énormément d'énergie, mais on produit pas beaucoup de tonnes d'or. Alors aujourd'hui, si je regarde rien que dans le domaine de l'énergie, je suis en train de participer à la rédaction d'un rapport pour l'Alliance nationale de la coordination de la recherche dans le domaine de l'énergie, ANCRE, un rapport qui sortira d'ici quelques mois. Et donc, je me suis amusé à regarder quels étaient les éléments du tableau périodique des éléments, celui que vous avez oublié peut-être, ça vous rappellera peut-être quelques souvenirs de jeunesse pour certains d'entre vous, et puis des souvenirs très récents pour les professionnels de la chose. Donc, vous voyez que rien que dans le domaine de l'énergie, nous utilisons aujourd'hui pratiquement tous les éléments du tableau périodique. Alors, rappelez-vous, je vous en ai montré un autre tout à l'heure où il y avait une dizaine d'éléments. Là, on est passé à pratiquement tout, et notamment les énergies vertes renouvelables. Quelqu'un a fait tout à fait la remarque, le vert est-il si vert que ça? Effectivement, on peut se poser quelques questions. Alors, surtout quand on regarde les scénarios qui sont ceux souhaités au niveau international en matière de développement des énergies renouvelables. Donc ça, ce sont des scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, qui est un organe qui dépend du système des Nations Unies, et qui nous montre que on voudrait bien passer d'une production, là c'est pas une capacité, c'est une production de l'ordre de 300 TWh par an en 2010 à pas loin de 7-8 fois plus en énergie éolienne.
mais ça a de profondes implications. Donc vous avez vu déjà tout à l'heure, vous avez eu quelques explications tout à fait pertinentes sur la construction des éoliennes. Donc on peut construire des éoliennes de toutes sortes de manières. Il y a une manière, pour faire simple, classique, sont les éoliennes qu'on voit largement au bord de nos routes en France. Sont des éoliennes où vous avez des pales et qui tournent maximum 20-30 tours minute. Après, il y a des freins, il ne faut pas que ça tourne trop vite, que la mécanique s'emballe. Mais derrière, vous avez une génératrice avec un bobinage classique en cuivre, un moteur à induction en cuivre, et celui-là, il doit tourner à 1500 tours minute. Donc pour passer des 20 à 30 tours minute des pales aux 1500 tours de la génératrice, il faut une boîte de vitesse, qui a été dit tout à l'heure, et c'est une énorme source de fragilité. Donc l'astuce, c'est d'avoir ce qu'on appelle des éoliennes à entraînement direct, où vous avez toujours les pales qui tournent à 20-30 tours minute maximum, mais une génératrice avec des aimants permanents néodyme fer-bore, dopés au dysprosium, 4% de dysprosium, et ça, vous n'avez plus besoin de boîte de vitesse, parce que même à 20-30 tours minute, la puissance du système à aimant permanent est telle que ça vous génère, moyennant quelques corrections électroniques, ça vous génère un courant d'excellente qualité. Donc c'est l'avenir, ça, pour les éoliennes qu'on installe en domaine offshore. Parce que imaginez-vous que la boîte de vitesse lâche et qu'il faille envoyer un hélico par force 8 au large ouessant parce que ça gueule à terre parce qu'il n'y a plus d'électricité, je raconte pas les coûts de maintenance. J'ai vu passer un chiffre, je ne sais pas s'il est vrai ou faux, faut se méfier, il peut y avoir de la propagande et de l'intox de la part des uns et des autres, chaque fournisseur défendant sa technologie, mais le temps moyen entre pannes des éoliennes classiques, ce serait de l'ordre de 1500 heures, alors que le temps moyen entre pannes pour les éoliennes à aimant permanent serait de l'ordre, je dis bien serait, de l'ordre de 8000 heures. Donc vous voyez l'énorme gain en termes de coût de maintenance, et ça a une grande importance dans l'économie des énergies renouvelables. Donc ça fait que les aimants permanents, et ça a été déjà dit et fort bien dit, les aimants permanents au néodyme fer-bore et donc les terres rares sont des enjeux stratégiques. Il a été clairement expliqué que tout ça venait jusqu'ici essentiellement de Chine. Je dirais que si on regarde aujourd'hui les estimations de production de dysprosium, donc il faut 4% de dysprosium pour permettre aux matériaux magnétiques, comme l'a expliqué Monsieur Lucas tout à l'heure, pour permettre un fonctionnement à une plage de température un peu plus élevée que 80 degrés, donc on rajoute 4% de dysprosium. La production mondiale de dysprosium est estimée, parce qu'on n'a pas de vrais chiffres précis, etc. La production de terres rares, les statistiques sont à prendre avec des pincettes. On pense qu'en Chine, il y a ne serait-ce qu'une contrebande de terres rares qui pourrait représenter 10 à 30% de la production officielle. Donc 1600 tonnes de dysprosium, ça fait pas beaucoup, et il va falloir équiper chaque année environ 70 gigawatts de capacité de production nouvelle, 40 gigawatts nouveaux, dont une partie en éolienne offshore. C'est le domaine qui monte le plus vite. Question, y aura-t-il assez de dysprosium? C'est une question extrêmement importante. Il n'est pas évident d'y répondre, mais bon, on peut essayer. Donc 35 gigawatts de capacité nouvelle ont été installés en 2013, pour donner un repère, dans les éoliennes, dont 2% seulement en offshore. Donc vous allez me dire, 2% en offshore, si vous faites vos calculs, vous prenez vos calculettes, vous allez voir qu'il y a assez de dysprosium. Sauf que on a des taux de croissance annuels des capacités installées en offshore qui sont de 30%, à comparer avec 10% pour le taux de croissance des éoliennes installées sur le domaine continental. En plus, les aimants permanents au néodyme fer-bore plus dysprosium, on ne peut pas les réserver à la seule construction d'éoliennes. Il y a de nombreux usages concurrents des aimants permanents. On a cité l'automobile, on pourrait dire les disques durs en informatique et tutti quanti, y compris quelques magnets rigolos que vous avez sur votre frigo. Alors la Chine, dans cette affaire, à mon avis, et ça n'engage que moi, veut et va, je vois pas comment ça pourrait être autrement, conserver son monopole sur la production de terres rares qu'elle considère, à juste titre, comme un enjeu hautement stratégique pour sa future compétitivité. Alors, mes chiffres sont un petit peu différents, mais bon, on peut avoir des discussions sans fin sur ces chiffres, sur l'équilibre offre-demande à l'horizon 2016,
Alain Rollat nous a présenté une vision un petit peu plus optimiste que celle-ci. Là, on voit des prévisions d'un déficit de production europium, dysprosium, terbium, yttrium, donc les terres rares lourdes, c'est là en jeu. Europium et terbium, je vous rappelle, ce sont les poudres luminophores. Le dysprosium, c'est les aimants permanents. Et ça risque de coincer. Alors, quelle est la différence entre le scénario présenté par Alain, et bien entendu, il a le droit à la réponse, et celui-là, c'est simplement de savoir combien de nouvelles mines vont entrer en production et quand. Et vous verrez à la fin de mon exposé que je me pose des questions. Alors ça, c'est pour enfoncer le clou sur les technologies de production d'énergie dites vertes. Ça, c'est la quantité d'acier qu'il faut pour 1 gigawatt de capacité de production électrique installée. Donc, vous voyez que on a une courbe exponentielle et que dans les énergies renouvelables, donc que ce soit le solaire ou l'éolien, consomme par capacité, par gigawatt, de capacité ou mégawatt de capacité de production installée, beaucoup plus d'acier que les technologies de production classiques. Alors maintenant, il faut être honnête, ce diagramme devrait être refait en considérant le cycle de vie, c'est-à-dire la durée d'utilisation des installations, qui est variable sur les technologies, et la possibilité ou non de recycler les métaux utilisés par ces technologies en fin de vie. Alors, la disponibilité des matières premières, surtout des métaux rares, peut être un facteur limitant pour le développement des énergies vertes. Là, j'ai choisi un exemple du domaine du photovoltaïque. Donc, il y a beaucoup de technologies, enfin, il y a 5-6 technologies différentes en compétition pour le photovoltaïque du futur. Vous avez la technologie au silicium, que j'évoque pas ici, qui est celle qui est la plus classique, silicium polycristallin, monocristallin, etc. Et puis, vous avez des technologies concurrentes qui ont beaucoup de charme. Vous avez le tellurure de cadmium, vous avez le cuivre, indium, gallium, sélénium, CIGS, qui ont parmi leur charme le fait qu'on peut produire des panneaux photovoltaïques pratiquement à l'imprimante. Ça se dépose en couche mince, donc il faut relativement peu de matériaux, et ça a des propriétés absolument extraordinaires liées aux propriétés quantiques des métaux semi-conducteurs utilisés. Et ça permet entre autres de bien exploiter l'ensemble du spectre solaire, alors que le silicium n'exploite qu'une partie du spectre solaire. Là, on peut déposer des couches un peu différentes qui permettent d'exploiter les différentes parties du spectre solaire. Donc, avec des rendements, on atteint aujourd'hui, en tout cas au niveau des panneaux solaires utilisés dans l'espace, là où le coût de production de ces panneaux compte peu, on arrive à convertir 40% de l'énergie solaire en énergie électrique. Donc, c'est pour montrer que... Alors, le problème, c'est quand on parle de tellure, d'indium, de gallium, ce sont des métaux rares, ce sont des métaux qui n'existent pas en tant que gisement, ce sont des sous-produits. Le tellure, c'est un sous-produit de l'industrie du cuivre, l'indium, un sous-produit de l'industrie du zinc, le gallium, un sous-produit de l'industrie de l'aluminium. Donc, si on utilisait aujourd'hui tout ce qu'on connaît comme production mondiale de ces éléments, vous voyez le nombre de gigawatts qu'on pourrait produire, et alors qu'on a besoin actuellement, pour atteindre les objectifs que je mentionnais tout à l'heure, d'installer 21 gigawatts. Donc, vous voyez, par exemple, le tellure, on n'en a pas assez si on voulait faire plein de panneaux en tellure de cadmium. Alors, cela étant dit, il y a un bémol quand même, c'est parce que, en fait, on pourrait produire beaucoup plus de tellure, d'indium et de gallium. Seule une faible partie, mais on ne sait pas exactement combien, peut-être 20-30%, est actuellement valorisée, récupérée au niveau de la métallurgie des métaux que j'ai mentionnés. Alors, facteur de risque, l'industrie minérale est une industrie très particulière. D'abord, je voudrais dire que c'est une industrie de haute technologie. Contrairement à l'image, je sais que nous avons une tragédie, une de plus, avec une mine de charbon en Turquie, qui nous rappelle Zola et des drames que nous avons connus en France et ailleurs à la fin du siècle, fin du 19e siècle et même encore au 20e siècle.
Mais globalement, l'industrie minérale, surtout quand elle est dans la main de grands groupes qui agissent dans un univers extrêmement concurrentiel, c'est de très haute technologie. Il y a une bonne raison pour ça. C'est pas de la philanthropie, c'est parce que les compagnies se battent entre elles pour obtenir les coûts de production les plus bas possibles et donc la meilleure rentabilité, la meilleure durabilité de leurs activités. Et ça les encourage à utiliser les technologies les plus performantes, c'est-à-dire celles qui consomment le moins d'eau, le moins d'énergie, qui valorisent au mieux le minerai, etc. Alors, cette industrie est, je pense, unique. Je ne vois pas d'autres industries comparables en termes des risques auxquels elle est exposée. Et que les managers, et je pense que, je ne sais pas si Vincent Trelu va me dire que je dis rien que des bêtises, mais les managers de l'industrie minérale sont au quotidien confrontés à la gestion de ces aléas. Premier aléa, c'est l'aléa lié aux ressources, c'est l'accès aux ressources. Vous allez voir des questions. Avons-nous assez de ressources devant nous? Sommes-nous en train d'épuiser les ressources du globe terrestre? Ou aller chercher les gisements du futur? Les aléas politiques et institutionnels. Une loi change, la fiscalité change, ça change complètement les perspectives de rentabilité de mes opérations. Aléas institutionnels, dans de nombreux pays, dont la France, nous avons complètement négligé la stratégie et la politique des ressources minérales. Il n'y a pas qu'en France, hein, c'est dans l'ensemble, je dirais, des pays occidentaux riches. On a cru que les ressources minérales, ça allait venir indéfiniment de pays producteurs prêts à nous les vendre. Vous verrez qu'il faut peut-être changer de raisonnement. Ça a bien marché depuis la Seconde Guerre mondiale, mais c'est en train de ne plus marcher du tout. Or, nous avons de moins en moins de spécialistes des matières premières minérales dans nos pays. Nous avons de moins en moins de jeunes faisant des études dans l'ingénierie des mines, dans l'ingénierie de la métallurgie, dans les écoles des mines françaises, qui sont toujours d'excellentes écoles. On enseigne à peu près tout, sauf les mines, sauf la métallurgie. D'ailleurs, je n'encourage aucun jeune d'ici de faire une carrière à l'école des mines de Paris en se disant qu'il va trouver du boulot dans les mines. Enfin, il faut avoir la foi chevillée au corps, là. Donc les aléas économiques, eh bien, expliquez-moi, aujourd'hui je dois investir, vous allez voir que ouvrir une mine, je vais vous montrer la courbe, ouvrir une mine aujourd'hui en moyenne, c'est 300 millions de dollars pour une nouvelle mine. Je parle pas de l'installation métallurgique qu'il faut éventuellement construire avec, hein. Donc juste la mine. Les installations de la mine, amener l'électricité, acheter les bulldozers, etc., équiper tout ça, c'est 300 millions de dollars avant de produire le premier kilo de quoi que ce soit, hein. Et pour certains cas, ça peut aller à plus de 10 milliards de dollars, hein, pour les gros gisements de fer, où il faut développer un port en eau profonde, un système de chemin de fer pour acheminer des millions de tonnes de minerais aux 10 ports, etc. On dépasse aujourd'hui, dans certains cas, la dizaine de milliards de dollars. Or, une question, c'est, ah oui, on me demande, je suis banquier, on me demande d'investir mon argent là-dedans, mais au juste, quelles sont les perspectives de rentabilité? Et qui sait me dire quelle sera la rentabilité dans 5 ans, dans 10 ans? Quel sera le cours du cuivre, ou le cours du nickel, ou le cours de tout ce que vous voulez, dans 10 ans, voire même la semaine prochaine, hein. Les aléas environnementaux, donc aujourd'hui, grâce au ciel, on ne peut plus faire, en tout cas dans le monde occidental, ce qu'on veut. Donc, il faut prendre en compte l'environnement, c'est extrêmement important, on n'a qu'une planète, et on a sérieusement intérêt à y faire attention, ça nous concerne tous, hein, les signaux d'alerte ne manquent pas. Les aléas techniques, hein, les mineurs disent souvent, c'est de l'humour, mais ça fait pas rigoler leurs actionnaires, on connaît bien un gisement quand on a fini de l'exploiter. Ça veut dire qu'avant, il y a quelques incertitudes. Alors certes, on fait des tas d'études, etc. Développer une nouvelle mine, aujourd'hui, entre le moment où on trouve un gisement et le moment où on le met en exploitation, en moyenne, c'est de l'ordre d'une quinzaine d'années. Je connais pas mal de cas où c'est 30 et 40 ans. Hein. Et les aléas sociétaux, eh bien, même si vous êtes bien organisé, même si vous êtes respectueux de l'environnement, même si vous êtes une société bon citoyen, dirais-je, encore faut-il que vous vous intégriez dans le tissu social, local, où vous allez travailler. Et ça, c'est de moins en moins gagné, parce que
Moi, personnellement, je veux jouir sans entrave, comme on disait à quelques pâtés de maison d'ici en mai 68, mais je veux surtout pas m'embêter avec la présence d'un trou, avec de la poussière, des vibrations, des explosions, que sais-je, à côté de chez moi. Donc, moi, je veux une maison, une voiture et toutes sortes de choses faites avec des matières premières minérales, mais je veux surtout pas être embêté je suis poli, par la présence de l'industrie minérale à côté de chez moi. Comme nous pensons à peu près tous la même chose, ça coince quelque part. Alors, allons-nous vers un épuisement des ressources? Alors, revoilà une autre carte du métro. Celui-là, c'est le métro de Londres. C'est juste... alors, vous aurez, bien sûr, tous ces transparents. Je vais pas, rassurez-vous, je vais pas les commenter dans le détail. Mais c'est pour vous dire, là, je me suis amusé à reporter l'évolution de la production mondiale de tout un tas de matières premières en amenant tout à une base 100 en 1905, pardon. Et vous voyez que, en l'espace de moins de 100 ans, pour certaines matières premières minérales, on a multiplié la production d'un facteur de 1000. Hein, l'aluminium, par exemple, qui est tout à fait caracole en haut de la chose, ou le molybdène, on est passé à un facteur de 1000. Bah oui, l'aluminium a de tels avantages en termes de gain de poids, etc., de résistance à la corrosion et tout. C'est un métal quasiment magique et ubiquiste aujourd'hui. Alors que, encore une fois, au début du XXe siècle, on avait le plus grand mal. On commençait tout juste à avoir le procédé Bayer, qu'on utilise toujours, et on avait du mal à en produire en grande quantité. Alors, ça, c'est un autre défi auquel l'industrie et le monde se trouvent confrontés. C'est l'évolution extrêmement rapide. Ça, c'est les taux de croissance annuels moyens observés sur 2 périodes, 30 ans, donc 1983-2012, et les 10 dernières années, marquées par la croissance très rapide de la Chine, mais aussi de tout un ensemble de hautes technologies. Il y a 10 ans, on parlait beaucoup moins de l'éolien, du photovoltaïque, des aimants permanents, etc., même s'ils existaient déjà. Donc on voit que pour certains métaux, notamment ce que j'appellerais les métaux high-tech, là vers le milieu, le gallium, le germanium, l'indium, le lithium, on est actuellement à des taux de croissance annuels moyens de la production et donc de la consommation, parce qu'on n'a pas de chiffres de la consommation, on a des chiffres de la production, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail à ce stade, parce que sinon on y est encore demain matin, mais on est à des taux de croissance de l'ordre de 10%. Donc 10%, c'est énorme, parce qu'il faut trouver des gisements, les mettre en production, etc. C'est des défis absolument extraordinaires. Alors que l'industrie a su jusqu'ici, à l'échelle mondiale, relever de façon remarquable, parce qu'on n'a pas de pénurie au jour d'aujourd'hui, question, jusqu'où pourra-t-on continuer? Alors, à la question, allons-nous vers un épuisement des ressources? Là aussi, on peut discuter jusqu'à demain matin. Je vais faire court. Mon point de vue personnel est non. Non, parce que il existe encore sur la Terre de vastes zones sous-explorées. Moi, j'en connais une très bien qui est la France, mais elle n'est pas la seule. L'Europe, d'une manière générale, à quelques régions près, est largement sous-explorée. On a arrêté tous les efforts d'exploration moderne en France en 1992 avec la fin de l'inventaire minier national, c'est-à-dire qu'on n'a jamais utilisé en France, ou très peu utilisé en France, les technologies de prospection moderne que sont par exemple la géophysique aéroportée. Il y a de vastes domaines du monde, comme l'Afrique, comme la Russie, comme même la Chine, qui sont sous-explorés, souvent pour des raisons géopolitiques, parce que l'exploration, ça coûte cher, c'est une activité à risque, et en général, les investisseurs préfèrent aller faire de l'exploration au Canada, en Australie, dans des pays où il y a des cadres politiques, institutionnels, plus prévisibles, plus stables, que dans des coins un peu plus pittoresques et un peu plus exotiques, où vous risquez d'être exproprié du jour au lendemain. Autre bonne nouvelle, c'est que le potentiel exploitable de l'écorce terrestre, en gros, la partie, parce que le globe terrestre, c'est une gigantesque réserve, un réservoir de toutes sortes d'éléments, et en fait, on a gratté, et encore, ça dépend des endroits, que la partie vraiment la plus superficielle. Alors certes, celle-là est souvent enrichie par des phénomènes biologiques, climatologiques, qui font que la partie superficielle des gisements est fréquemment enrichie, donc ça c'est facile à exploiter, on gagne rapidement de l'argent avec ça. Ces parties-là des gisements sont en bonne partie épuisées. Par contre, on connaît très mal, et on exploite encore moins,
le stock de métal dans les 3 premiers kilomètres de la croûte terrestre. Aujourd'hui, on a des mines, on a les technologies pour exploiter jusqu'à 3 kilomètres, en gros. Et pas seulement, vous allez me dire, oui, en Afrique du Sud, c'est pas les minerais qu'on exploite, ce sont les populations sud-africaines. Alors je répondrai qu'il y a aussi des mines, enfin, il y en a au moins une à 3 kilomètres au Canada, et au Canada, c'est pas la main-d'œuvre locale qu'on exploite bon marché, parce que le mineur canadien est syndiqué et on lui fait pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Vous me direz que le Sud-Africain est aussi syndiqué, il a bien raison. Donc ces 3 premiers kilomètres, il y a quelques publications relativement récentes qui ont essayé d'évaluer par exemple le stock de cuivre présent dans les 3 premiers kilomètres de la croûte terrestre, et ça montre que, bien sûr, après il faut des investissements qui sont énormes, il faut de l'énergie, mais les 3 premiers kilomètres permettraient d'amener l'humanité entière au niveau de consommation de cuivre per capita qu'on observe aujourd'hui dans les pays riches, hein, sans aucun problème. Et comme les projections des Nations Unies sur la démographie, le scénario médian, c'est une stabilisation de la population humaine vers 9-10 milliards d'habitants en 2050. Si nous avons trouvé des solutions pour la planète d'ici 2050, peut-être l'humanité s'engagera-t-elle dans une période faste pour le plus grand nombre. Alors les problèmes limitants, où se trouvent les problèmes? Parce qu'il y en a malheureusement. Alors les problèmes limitants, c'est l'accès aux ressources, le financement de la recherche minière et des projets miniers, parce qu'il y a la recherche minière, c'est l'exploration, puis après il y a l'investissement dans la mise en production des gisements. C'est 2 choses très différentes. Il y a la myopie stratégique qui a prévalu et prévaut encore depuis la fin de l'URSS en termes de stratégie occidentale des pays occidentaux. Vous savez, il y a ce monsieur Fukuyama qui a écrit un livre qui est demeuré célèbre au moment de la chute du mur sur la fin de l'histoire et l'avènement de la démocratie libérale qui allait se répandre en d'autres périodes. On disait comme la vérole sur le bas clergé. Et donc la démocratie libérale version Wall Street, qui est une certaine vision de la démocratie libérale, allait se répandre sur le monde. On voit que malheureusement le monde aujourd'hui, il suffit d'ouvrir la radio et de regarder la télévision, de voir qu'il est loin d'être apaisé, stabilisé et de partager des visions économiques, politiques, sociales communes à l'ensemble de l'humanité. Peut-être qu'on finira par y arriver, mais je crois que, hélas, le chantier est encore immense. Il y a une mutation profonde du capitalisme qu'il faut pas négliger. Il y a un ouvrage intéressant de M. Piketty qui est sorti récemment et qui fait causer de lui. Le capitalisme du XVIIIe, du XIXe siècle n'avait guère d'autre objet pour s'investir que l'activité de production. Donc les capitaux allaient dans le financement des cycles de production. Et le capitaliste était celui qui s'engageait dans des processus longs. Aujourd'hui, le capitalisme 2.0, il est largement clic-clic, éventuellement une grande claque derrière, mais c'est pas grave, ça ne fait peur à personne. Ne riez pas trop fort, je pense qu'une des pires menaces sur l'économie mondiale, dont on parle relativement peu, c'est le différentiel croissant entre la valeur de l'économie réelle, qui est de l'ordre de 60 trilliards, le PIB mondial c'est de l'ordre de 60 trilliards d'euros, le montant des encours sur les produits financiers non régulés, ce sont les chiffres de la Banque internationale des règlements à Bâle, c'est environ 12 fois le PIB. C'est-à-dire, ça, c'est ce que j'appellerais, en d'autres termes et en résumé, la finance casino. Hein, c'est toutes les options négociables, surtout et n'importe quoi que vous pouvez acheter. Il y a des banques qui vous permettent même de spéculer sur la possibilité qu'elles fassent faillite. Hein, mais bon. Donc ça nous amène à une... Alors, donc ça, c'est le graphique sur les coûts d'investissement moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un gisement. Hein, donc la médiane, c'est 306 millions de dollars. Donc vous voyez qu'il y a des projets à 150 000 euros. Mais ça doit être une brouette et quelques pelles. Et puis, vous avez des projets hautement complexes à plusieurs milliards d'euros, moyenne 300 millions de dollars. 300 millions de dollars, ça veut dire qu'il faut trouver des actionnaires, des partenaires, des banques prêtes à prendre le risque. Hein. Et je suis passé assez rapidement sur les risques parce qu'on peut en parler longtemps. Je peux vous dire que l'actionnaire doit avoir l'âme bien née pour investir dans le secteur minier. Alors, ce que je perçois à titre personnel comme un risque majeur, c'est la dérive de la concordance des temps entre les acteurs sociaux, entre différents éléments fondamentaux de la société.
vous avez le monde de la finance qui de plus en plus devient le monde de la milliseconde, ou dans le meilleur des cas, du trimestre. Ça, ça varie entre quelques millisecondes, l'algorithme automatique, et le trimestre, c'est-à-dire le prochain rapport de l'analyste financier, le prochain rapport trimestriel que vous allez être obligé de fournir, et vous allez être obligé d'expliquer que les pertes que vous faites ne sont que temporaires et que vos actionnaires doivent garder courage, même si vous leur payez pas de dividendes, etc. Et si vous ne sont pas partis en courant, bien vous avez bien de la chance. Le temps du politique, qui est un temps qui varie entre quelques mois et quelques années. Je ne parle pas du temps d'une carrière politique, mais le temps où le politique est en pouvoir de prendre des décisions, parce qu'on peut faire une longue carrière politique, mais pas toujours être en mesure d'être directement en capacité. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Et là, il y a un problème, parce que l'industrie minérale, comme l'innovation, j'entendais récemment un exposé fait par des chercheurs américains sur le temps moyen entre la découverte d'un nouveau procédé au laboratoire et le temps qu'il fallait pour son éventuelle industrialisation. 18 ans. Et les gens qui disaient ça étaient tout à fait crédibles et sérieux. Donc je vous disais, pour la mine, c'est 15 ans. Vous allez pouvoir me citer des projets où il a fallu que 5 ans pour mettre en exploitation, mais c'est quand même de l'ordre de 15 ans. Donc ces risques, qui sont nombreux, j'espère que ce petit aperçu vous en a convaincu, doivent être identifiés tout le long de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que nous vivons dans une société où les industriels qui sont tout à fait en aval de la chaîne de la valeur, un constructeur automobile, un constructeur aéronautique, un producteur d'ordinateurs, que sais-je, tous ces biens de consommation qui sont au cœur de nos économies, il dépend d'un amont que souvent il ignore. Ce n'est que récemment, ces toutes dernières années, qu'on a vu des industriels en aval commencer à analyser de façon approfondie leur dépendance par rapport aux matières premières. Je connais un rapport de l'Académie des sciences américaines qui dit There are many industrialists that make no difference between rare earths and putting ground, c'est-à-dire beaucoup d'industriels, c'était un rapport de 2008, ne font pas de différence entre les terres rares et le terreau à géranium. Ben oui, parce que quand vous êtes au bout du truc, vous êtes dans le marketing, vous êtes dans l'ingénierie, dans la finance, mais en quoi est fait exactement le pot catalytique qui rentre dans votre voiture vous demandez, vous faites des spécifications techniques, et c'est à Valeo ou je ne sais qui de se débrouiller pour vous fournir ces pots catalytiques au prix convenu, et même Valeo ne sait pas nécessairement, enfin je dis Valeo, ça pourrait être n'importe qui, ne sait pas nécessairement ce qu'il y a dans le pot catalytique, parce que c'est pas lui qui va fabriquer la céramique en nid d'abeille dans laquelle il y a du platine, du cérium, etc. Donc on est dans ce schéma encore, alors ça évolue heureusement, où les industriels en bout de chaîne se sentent costauds et dépendent d'une chaîne de la valeur qui est en amont, qui commence avec la connaissance du sous-sol, l'extraction minière, la métallurgie, la première transformation des métaux en ce qu'on appelle en composants, en boulons, en fils, en plaques, en tôle, en ce que vous voulez, puis des gens qui fabriquent des composants, et puis ensuite des ensembliers, etc., puis des grands ensembles, des produits finaux. Et ça, ma foi, beaucoup d'industriels l'ignorent de moins en moins. Alors, nous avons avec nous le secrétaire général du comité pour les métaux stratégiques, dont plusieurs personnes dans la salle font partie. Un certain nombre d'industriels français ont entrepris un travail très important d'analyse de leur filière d'approvisionnement et de leur exposition au risque par rapport aux matières premières. Alors, un facteur de risque, c'est la géographie, et la géographie et la géologie. Le problème, c'est que les gîtes minéraux, ils sont immeubles. Monsieur Callas nous a brillamment expliqué tout ce que vous voulez savoir sur la gitologie, là, où se trouve et qu'est-ce qui contrôle, conditionne l'existence de gisements de terre rare. Voilà une carte qui montre où se trouvent les ronds rouges, par exemple les gisements de cuivre. Vous voyez que c'est le long de la façade ouest des deux Amériques, beaucoup d'entre eux. Pourquoi ? Parce que ce cuivre, il vient en fait de la croûte océanique du Pacifique,
Et dans le mouvement de tectonique des plaques, cette croûte passe sous le continent américain, se trouve refondue, et le cuivre, avec la montgolfière, l'image qu'utilisait tout à l'heure Monsieur Callas, dans cette montgolfière, il y a aussi du cuivre, et qui forme des gros gisements de cuivre, qu'on appelle des porphyries, qui vont se trouver concentrés de façon remarquable et tout à fait pédagogique le long de la côte ouest des deux continents américains. Alors, la géologie, un gisement, il n'existe que là où la géologie le permet. Donc ça crée du risque géopolitique. Quand on sait que 80% des réserves de platine au monde sont en Afrique du Sud, on peut se poser des questions sur le devenir politique, c'est pas interdit, de ce pays. Quand on sait que 80% des réserves de palladium au monde sont en Russie, nous voyons actuellement les difficultés qu'il y a dans le dialogue avec la Russie, ça nous expose évidemment à un certain nombre de risques. Alors je dirais que, en termes de géopolitique, c'est une analyse encore une fois purement personnelle, je perçois trois grands ensembles à l'échelle mondiale, les pays riches de tradition économique libérale, qui ont porté énormément d'attention à définir des règles et des modes de bon fonctionnement du commerce international, se sont focalisés sur le libre-échange, indispensable à leurs importations de matières premières minérales, entre autres, pas seulement à ça, mais partant du principe que il y avait des pays producteurs et que l'important c'est que ces pays producteurs mettent leur production de manière libre et non faussée sur des marchés supposés parfaits. Bien, ça c'est bien marché. Après, il y a les pays asiatiques que je perçois comme ayant une logique très différente. C'est souvent des pays plutôt pauvres en ressources minérales, y compris la Chine. La Chine a un énorme problème, qui est un peu un secret d'État de Polichinelle, c'est leur problème de minerai de fer. La Chine est le premier consommateur mondial d'acier, et de loin, sauf que le problème, c'est que leur minerai domestique, il fait entre 28 et 29,5% de fer, alors que le minerai de fer australien ou le minerai de fer brésilien fait 60% de fer. Donc, morale, il faut, s'ils veulent utiliser leur propre minerai de fer, utiliser une quantité absolument gigantesque d'énergie pour le transformer en acier, par rapport à la quantité d'énergie qu'il faut pour traiter du minerai australien. Donc la Chine a ses dépendances. Donc je dis, les pays asiatiques sont plutôt pauvres en ressources minérales. Le Japon est un pays terriblement pauvre en ressources minérales. La Corée, Corée du Sud, c'est pas beaucoup mieux. Mais ces pays ont considéré depuis toujours, et ils n'ont pas changé d'opinion, que les ressources minérales sont des enjeux absolument stratégiques à leur développement économique. Et il n'y a pas que la Chine qui pense ça. Le Japon, il y a quelques très belles illustrations de cette politique d'État. Et il y a une tradition extrêmement solide, robuste, de coopération entre les partis politiques et les entreprises privées, ce qui permet de répartir les risques liés aux questions d'approvisionnement en matières premières. Alors ça, c'est quelque chose qui heurte nos sensibilités occidentales, où on voit un rôle pour l'industrie et les entrepreneurs privés très séparé de l'action publique. Et puis, il y a un troisième ensemble qui sont les pays producteurs pauvres, l'Afrique par exemple, ou certains pays d'Amérique latine, qui étaient traditionnellement des exportateurs de matières premières vers les marchés mondiaux, mais eux aussi, les traîtres, que Dieu les châtie, commencent à développer des stratégies où ils se disent, tiens, à propos, j'ai de la bauxite chez moi, est-ce que ça serait pas mieux que je fasse de l'alumine? Ah, si je fais de l'aluminium, est-ce que ça serait pas mieux que je fasse de l'aluminium? Puis si je fais de l'aluminium, est-ce que ça serait pas mieux que je fasse des poutrelles, des tôles, etc. C'est-à-dire, en clair, on voit un passage progressif de la valeur ajoutée ailleurs qu'en Europe. Et nous sommes devenus, dans ce contexte, pratiquement complètement dépendants d'importations venant de pays qui vont mettre de moins en moins de produits sur le marché, ou les produits qu'ils mettront sur le marché seront captés par l'économie asiatique. Alors, économie asiatique, voilà, pour illustrer le propos, la part de la production minière et métallurgique, donc quand c'est MI, quand il y a le nom de l'élément, et MI, ça veut dire production minière, et quand il y a ME, c'est de la production métallurgique. Donc ça, c'est la part qu'occupe la Chine dans la production mondiale. Donc la barre rouge ici, c'est la part de la population chinoise dans la population mondiale. Parce que dans un souci d'équité
tout à fait logique. On pourrait dire, la Chine, c'est 20% en gros de la population mondiale, donc il est logique qu'ils produisent et utilisent environ 20% des ressources naturelles en tout genre et minérales du monde. Mais la Chine est très au-delà. Et ça, ce n'est que pour là où c'est de la production minière. Si je rajoutais la production métallurgique, on va bien au-delà. Un cas tout à fait fameux, c'est le cobalt, dont la Chine doit produire quelque chose comme 8% de la production minière mondiale, mais 40% de la production métallurgique. Donc la Chine est devenue la première puissance mondiale en termes de minerais et métaux, et ce ne sont pas des minerais et des métaux qu'elle met sur les marchés en disant je les transforme et puis je vends de l'aluminium, du cuivre à qui en veut. Non, ce sont des métaux qu'elle utilise pour développer des filières à forte valeur ajoutée en aval, et si nous n'y prenons garde, sachez, si c'est pas clair, si c'est pas déjà clair pour vous, que l'ambition de la Chine, elle fait aucun mystère à ce sujet. C'est pas de continuer de vendre des t-shirts et des jeans bon marché pour alimenter nos supermarchés. Ça, c'est en train de se délocaliser en Afrique et ailleurs, au Bangladesh et tout, avec les conséquences souvent tragiques qu'on connaît. Non, l'ambition de la Chine, c'est de nous vendre les avions du futur, les panneaux solaires, les éoliennes, toute la haute technologie. Hein. Et ne souriez pas, regardez ce qu'il est advenu de l'informatique. Les téléphones, quelle que soit la marque, il peut y avoir une pomme sur votre téléphone, c'est une pomme qui doit largement à la main-d'œuvre et au savoir-faire asiatique. Alors, mauvaise nouvelle aussi, autre facteur de risque, c'est les restrictions de plus en plus graves mises en place par un nombre croissant de pays aux exportations de matières premières minérales. Donc ça ne va pas arranger nos affaires. Je vous rappelle que nous sommes dépendants. En France, nous ne produisons plus aucun métal. Hein, plus aucun. Nous avons fermé toutes nos mines. Hein, et ce qu'on a encore comme industrie métallurgique, personnellement, je me fais quelques soucis. 57 pays, ça c'est une base de données que vous pouvez consulter vous-même, de l'OCDE, sur les restrictions mises en place au commerce international par les pays exportateurs. 57 pays, 8373 mesures restreignant les exportations de matières premières minérales et de métaux, genre taxe à l'exportation, licence d'exportation, etc. La Chine venant en tête avec 1359 mesures sur les 8000 et quelques. Alors, que peuvent faire les acteurs occidentaux et quel avenir pour les industries des pays occidentaux? Alors, c'est ma dernière diapositive, rassurez-vous. Je me pose des questions, je me pose de sérieuses questions, parce que on nous a expliqué que, par exemple, pour les terres rares, eh bien, on allait maintenant développer des mines de terres rares ailleurs qu'en Chine. Alléluia. Avec le boom du cours des terres rares, survenu en 2010-2011, on a rouvert la mine de Mountain Pass appartenant à Molycorp aux États-Unis, et puis on a démarré la production d'un nouveau gisement qui s'appelle Mount Weld et qui appartient à Lynas en Australie, avec une usine de séparation des terres rares qui doit beaucoup au savoir-faire d'Alain Rolla et de ses collègues, qui se trouve en Malaisie. Et puis regardez le cours de bourse de cette société Lynas. On pourrait penser que, étant située sur un secteur de haute technologie, porteur d'avenir, etc., elle allait performer comme le diable. Elle a perdu 95% de sa valeur par rapport au plus haut, qui correspondait au pic des cours des terres rares en 2011, et elle en est à chercher désespérément à trouver 40 millions de dollars de la part d'investisseurs. C'est pas encore du tout gagné qu'elle va les trouver. Et ça, c'est pour assurer sa trésorerie et sa viabilité à court terme. Hein. Donc, quid du développement d'une industrie des terres rares hors Chine? Je vois que au Groenland, qui a deux des plus gros gisements au monde hors Chine, connus, hein, Kvanefjeld et Kringlerne, eh bien, les sociétés qui ont les droits sur ces gisements, qui sont des sociétés australiennes, ont négocié récemment des accords avec la Chine pour la mise en production de ces gisements. Donc, quid de la réalité du développement d'une industrie des terres rares, d'une industrie minière des terres rares hors Chine, et quid de l'avenir de l'industrie dans les pays de l'OCDE si on y prend garde et si on ne fait rien. Alors, j'arrête ici. Simplement, vous aurez donc quelques propositions pour aller plus loin.
Si vous voulez savoir ce que fait la France et les autorités françaises, je vous invite à voir le site internet du ministère de l'économie, du redressement productif et de l'économie numérique consacré essentiellement au comité pour les métaux stratégiques. Si vous voulez voir ce que fait l'Union européenne, donc la Commission européenne, je vous invite vivement à visiter les pages, et il y a beaucoup de documentation très intéressante disponible sur ce site, consacrée à l'initiative matières premières de la Commission européenne, lancée en 2008. J'ai le plaisir et l'honneur d'y contribuer assez fortement. Il y aura, pour ceux qui s'intéressent au sujet, un nouveau rapport. Il y a eu un rapport sur les métaux critiques pour l'Union européenne qui est paru en 2010. Une nouvelle édition va sortir début juin. Donc l'encre est sèche. Et il y aura entre autres 500 pages d'annexes décrivant les perspectives sur 54 matières premières minérales à l'horizon 2020 avec plein d'informations intéressantes. Je pense que ce rapport va avoir rencontrer beaucoup d'intérêt. Va être également publié un rapport en même temps sur l'amélioration des conditions cadres applicables aux industries extractives en Europe et sur les mesures qui sont à prendre. Sur notre dotation pour charges de service public, le BRGM met à disposition du grand public une revue qui s'appelle Géosciences, le numéro 15, tout ça est totalement gratuit, téléchargeable en langue française. Le numéro 15, paru en juillet l'année dernière, est entièrement consacré aux matières premières minérales, avec différents articles montrant différents enjeux, dont d'excellentes contributions d'Eramet, d'Alain Rollat et d'autres grands spécialistes. Nous publions 10 fois par an une revue sur l'actualité de l'industrie minière et métallurgique, les métaux à l'échelle mondiale, qui s'appelle Ecomine, donc c'est disponible sur le site Minéral Info. Nous avons publié 14 monographies qui décrivent en détail les usages, l'évolution des usages, les technologies qui font appel à ces matières premières stratégiques pour l'économie française, mais aussi les lieux de production, les acteurs de la filière de production à l'échelle mondiale, européenne et française. Je sais pas, oui, les platinoïdes y sont. Un 15e rapport va s'ajouter à la liste dans les toutes prochaines semaines. Il est en cours d'approbation par le ministère sur le cobalt. Et nous allons lancer le travail pour une nouvelle monographie sur les terres rares, cette fois-ci, qui bénéficiera entre autres à la fois de l'excellent ouvrage dont la sortie est imminente, on va se précipiter dessus, et puis aussi des exposés remarquables faits aujourd'hui, donc sur les terres rares, sortis probablement autour de la fin de l'année, fin en décembre ou janvier de cette année. Si vous voulez savoir ce que nous savons sur la France, encore une fois, ce sont des connaissances anciennes, tout s'est arrêté en 92, vous avez ça ici, toute cette information est publique. Si vous voulez savoir ce qu'on a en Europe, là aussi, c'est disponible. Et puis, il existe au niveau des Nations Unies un groupe international pour les ressources, comme le GIEC pour le climat, mais là c'est pour les ressources. J'ai l'honneur d'en être un des membres, et nous avons sorti un ensemble de rapports dont la liste est ici. Je vous invite aussi à voir cette documentation qui s'améliore au fur et à mesure et qui apporte des éclairages intéressants sur les questions à la fois de développement durable et de ressources naturelles en général et de ressources minières et métalliques en particulier. Merci encore pour cette initiative.